bien que nous. Et justement, pour pouvoir se démarquer, on sait qu'on est dans un pays riche en termes de culture et d'architecture, etc. Et on a toujours été, je le glisse parce que c'est réel, dans nos projets précédents, on a eu l'occasion d'aller régulièrement aux États-Unis, et notamment d'aller dans les parcs d'attractions américains, et on voyait comment la France était dépeinte avec ce côté un peu caricatural, le béret, la baguette, le petit côté très cliché, quoi, et où en fait c'est faux, et en tant que Français, tu es mal à l'aise quand tu es dans un décor comme ça. Enfin, mal à l'aise, j'exagère, mais si vous avez déjà éprouvé ce genre de sensation, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est mignon, c'est touchant, mais tu te dis c'est pas du tout ça. Et là où beaucoup essaient de recopier des univers qui soient américains ou en tout cas pas issus de la culture française, et qui du coup le font pas forcément aussi bien et n'arrivent pas à toucher, à toucher une vraie véracité du récit. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose où en tant que Français, là où nous étions, on allait pouvoir donner justice à de vrais environnements, de vrais décors et la culture française, en tout cas de l'époque, et qu'en le faisant bien, ça allait rejaillir avec une vraie identité, et que cette identité, cette véracité allait nous permettre d'ancrer les récits dans quelque chose de crédible, et c'était très important par rapport évidemment au scénario. Alors un petit mot, là il y a une très jolie image derrière moi qui est à gagner. Je le signale. Donc c'est un superbe tirage. Donc on voit Amicia et Hugo, sans vous révéler les secrets du dessin, il faut y regarder très près, avec beaucoup de signification. Alors pour participer au tirage, c'est vrai que tu ne peux pas jouer, je te rappelle. Il y a un QR code à côté des affiches, là en bas. Donc si vous voulez jouer, il suffit juste de s'inscrire si vous n'êtes pas inscrit à la conférence et au rendez-vous, à la table ronde. Et du coup, en vous inscrivant, vous participez à un tirage au sort pour pouvoir le gagner. C'était l'instant promo. Souvent sur Twitch, il y a des instants promo comme ça. Et moi, je me rends compte que c'est assez difficile à faire et à installer. Mais on va y arriver quand même. À quel moment ça se décide? Bon, voilà, on est sur le Spectacle Requiem, succès critique, succès public. Un succès international, je le rappelle, parce que ce que tu dis, oui, bon, nous on peut parler de notre environnement à l'époque médiévale et on sait de quoi on va parler, on va aller dans les archives, dans les bibliothèques, etc. Puis il y a des villages, des villes et villages qu'on connaît, hein, il y a des restes encore. Et à l'international, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance de ça, de cette couleur française un peu inattendue, parce que s'ils sont restés effectivement à la baguette verrée, bon voilà, là, ça change du tout au tout. Ben, je pense que ça a marché parce que tous ceux qui aiment la France et qui aiment la visiter pour les raisons qu'on sait, en fait, indirectement perçoivent justement on va dire, ce petit supplément d'âme dans la manière dont nous, en tant que Français, on arrive plus facilement, on va dire, à représenter donc, ces périodes-là en étant plus juste, que ce soit dans les palettes, dans l'archi, dans le niveau de la précision, les détails, etc. Et bah, du coup, évidemment, on ne joue pas à Plectel de la même manière qu'on joue à plein d'autres jeux, et un petit peu comme, évidemment, on cherche des choses différentes en fonction des livres qu'on lit et des films qu'on regarde, mais du coup, la promesse qui était claire de vivre une aventure au Moyen-Âge, bah, le reste du monde l'a apprécié parce que précisément, il avait une identité bien française, et sans qu'on crie patrie, nation, etc., mais tout simplement, c'était authentique, et je pense que ça a marché également pour les étrangers, quoi. Voilà. C'était... Je pense que tous les gens, toutes les personnes qui... En fait, ce qui a surtout marqué, c'est que, notamment sur le continent américain, c'est que quand le Moyen-Âge est évoqué, c'est surtout en termes de heroic fantasy, donc dans des univers un peu plus magiques, etc. Et ça, on s'est tenu à, autant que possible, on va dire, hormis l'onirisme des rats, on va dire, de se tenir vraiment à l'écart de ça, qu'il n'y ait pas de magie, qu'il n'y ait pas de sort, qu'il n'y ait pas d'elfes, etc. Et ça a été, notamment sur des sites anglais et américains, ça a été très fort remarqué, ça. Et en fait, que le Moyen-Âge était très peu exploré, alors qu'en fait, c'est un peu le même décor que les jeux d'Heroic Fantasy, mais le simple fait que la Heroic Fantasy donne une perception complètement différente. Donc ça, en ce sens, ça a marché. Alors,
la suite arrive finalement, en termes de production, ces 3 ans arrive finalement assez vite. Comment ça se décide, à quel soir, là, justement, ça se décide de faire une suite C'est vraiment un jeu de personnages hein, pour celles et ceux qui l'ont fait. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, c'est vraiment comme dans les romans ou dans les films, là, vous avez une appétence pour ces personnages, vous allez commencer à les apprécier, à les aimer. Ce sont des personnages de fiction, mais ils font quelque part partie de l'environnement pendant quelques minutes, quelques heures. Comment on décide, par quel choix on fait pour leur donner une suite à leur aventure? Alors disons que, avant que le moment de décision arrive, c'est des questions qu'on se pose. Et on peut, on va dire par les voies de la logique, essayer de s'organiser en se disant il y a plusieurs scénarios possibles. Hein, si le jeu est un four total, par exemple, on se dit qu'on va sans doute faire autre chose. Ouais. Et puis, si ça marche, peut-être on envisagera la question. Mais c'est vrai qu'en fait, psychologiquement, pour les créatifs de l'équipe, avant le moment clé et avant de ressentir, c'est quelque chose qu'il faut laisser naturel parce qu'en fait, ça se déclenche. Ça ne se déclenche pas, c'est pas quelque chose qui se décide, je dirais. On sait qu'on va devoir prendre la décision, mais on se laisse le temps de sentir comment le jeu a été expliqué, surtout même notre propre voyage par rapport à l'histoire. C'est un peu un accouchement hein, de sentir un jeu, donc il faut s'en remettre. Et si je peux me permettre la métaphore, c'est vraiment ça, il faut s'en remettre. Et une fois qu'on s'en est remis, de se dire bon alors est-ce qu'on a encore l'appétit pour cet univers-là, est-ce qu'on est prêt à reparler d'Amicia et Hugo tout de suite? Est-ce qu'on veut... Voilà, puis en fait très rapidement, je crois qu'on a eu envie de les retrouver. Ouais. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a... Les premières idées viennent, et ça va au-delà du succès critique et de la presse hein, d'ailleurs, hein, et de ce qu'on a reçu des joueurs. Je crois qu'évidemment, en fait, ça nous nourrit et ça nous vitalise, et ça nous donne plein d'énergie pour faire quelque chose par la suite, mais à ce moment-là, on n'est pas encore sûr qu'on va le faire, et quand ça se déclenche, en fait, on s'est dit non mais une fois que c'était parti, on s'est dit non mais il y avait pourquoi on s'est posé la question, voilà. Ouais. C'était évident. Quelques jours, quelques semaines après, on était reparti à fond les ballons et on savait qu'on avait pris la bonne décision de le faire. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup de vous beaucoup de vous au global. J'entends, je vois des gens de l'équipe, mais il y a beaucoup de vous au global dans les jeux. Dans ces gens et dans les jeux. Donc c'est une écriture à plusieurs mains quoi qu'il arrive, et quand je dis ça, on peut l'étendre pas simplement au niveau du scénario, où effectivement c'est une écriture à plusieurs mains. Alors il y a un responsable du scénario, c'est Sébastien Renard, mais qui est guidé et aidé dans l'approche par notamment Kevin Choteau, le game director, moi-même, d'autres personnes, Julien Guérin qui s'occupe des cinématiques et tout ça, qui donne son avis, etc. Mais plus généralement, il y a des tournants de scénario qui sont décidés juste parce que le directeur artistique a tout d'un coup une idée géniale d'un décor, et on se dit ça en fait faut absolument qu'on l'utilise, ça chamboule tout, et donc c'est quelque chose de très organique. Il y a des allers-retours avec ce qui se passe dans l'équipe par ailleurs, les contraintes ou les trouvailles techniques, etc. Et donc tout ça est un puzzle en mouvement, et je ne me rappelle plus exactement de ta question. C'est que tu as répondu, c'était est-ce que vous y avez mis, est-ce que c'était par volonté d'y remettre encore un peu beaucoup de soi? Ce que je voulais dire, voilà, c'est pour ça que je te demandais dans le formulaire, parce que ce que je voulais dire au début, c'est que donc, chacun y met un peu du sien, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que, notamment lors de l'écriture du premier, on se rend très vite compte que quel que soit le niveau de compréhension, le nombre de bouquins qu'on ait lus sur le scénario et sur comment on fait les choses bien, etc., on essaie de se muscler pour faire ce genre de choses. Mais pour faire quelque chose de bien, je pense que Cédric, tu t'en parleras aussi pour le roman, c'est à un moment donné, on doit donner de soi, parce qu'en fait, sinon on fait quelque chose de plat. Et qui coche les cases, hein, comme on dit, je ne sais pas si ça vous parle comme expression, mais on parle souvent de ça, ça coche les cases, est-ce que ça fait ça? Oui, ça aussi, ça aussi, ça aussi, mais il y a quelque chose qui manque, et pour vraiment toucher le cœur des joueurs, il faut aller chercher un peu plus profond, et donc c'est un peu nécessaire, ouais, je pense, de donner soi, en tout cas pour faire ce genre d'expérience-là. On fait par ailleurs, on fait Flight Sim, de nous-mêmes, mais dans des registres complètement différents. On prend des cours d'avion et c'est complètement autre chose. Mais là, en termes d'écriture et de sensibilité affective, je dirais, oui, chacun donne de soi.
il y a un peu de nous dans toutes ces histoires. Il y a personne qui s'est fait attaquer par les rats, hein, je précise quand même, mais bon, voilà. C'était pour de faux. On avait des faux rats sur... Oui, Flight Simulator, pour les amateurs de simulation aérienne, est réalisé à Bordeaux aussi, donc chez Asobo. C'est important aussi à noter. Bah, Cédric, tu lui passes le micro, je pense que c'est intéressant, enfin la parole. Comment c'est pas comment tu es arrivé à ce roman, qu'est-ce qu'il a comme finalement but? Est-ce que tu as pu mettre du tien dans ce roman qui s'appelle Ténébris? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Je rappelle qu'entre Innocence et Requiem, ces 2 épisodes, finalement, dans le scénario, il y a peu de temps qui passe. On passe de 1348 à 1349. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Donc, est-ce que toi aussi, et comment tu as fait pour mettre du tien et de ta personne dans ces personnages qu'on a appris à aimer avec Innocence? Test micro, merci. Y mettre du sien, en fait, il y a 2 choses. Parce qu'il y a 2 siens. Il y a le sien qui est purement égoïste. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'individu, en tant qu'auteur? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans? Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on étudie la dramaturgie, on en parlait un petit peu hier, on va essayer de... Ce qui va faire vibrer les gens, c'est ce qui les fait vibrer d'un bout à l'autre de la planète. C'est un dénominateur commun qui fait que culturellement on n'a pas les mêmes références, mais que c'est pas tous la même chose qui va nous faire peur, mais quand on a peur, on a tous peur de la même façon. Et c'est ce sien-là, c'est cette partie de ce dénominateur commun qui va être intéressante. Donc mettre du sien, en plus, je pense que dans un livre où on est invité par l'équipe de développement, l'équipe créative, par la communauté. Moi, je considère que la communauté, indirectement, même sans me connaître, m'a invité chez elle. Je ne crois pas que j'ai le droit de mettre le premier sien dont je parlais tout à l'heure, la part égoïste. Moi, je veux faire ça en tant qu'auteur. On s'en fiche de ce que je veux faire en tant qu'auteur. Il y a des personnages qui sont là avant moi. Et la force d'Asobo avec ce jeu-là, c'est qu'ils ont réussi... On s'en approchera jamais de ce dénominateur commun. On sait pas, il est trop dur à définir. Mais ils ont été, c'est comme quand on joue au boule ou à la pétanque, vous étiez très très près du cochonnet, bravo Asobo. Et quand tu prends ça, tu t'oublies en tant qu'auteur, parce que c'est une œuvre qui va parler aux gens. Je vais pas me mettre avant les gens, ça n'a aucun sens. Donc quand tu écris, tu es un invité, tu reprends les choses qu'on t'a données, et tu essaies de respectueusement d'aller... Tu veux faire la même chose, tu peux essayer de l'enrichir. C'est le cadeau que tu peux leur faire. Dire, tout ça c'est une industrie, quand on fait un jeu vidéo, certes il y a des créatifs, mais il y a des échéances, il y a des questions d'argent, il y a beaucoup de choses, et puis parfois, même les développeurs, t'en parleras mieux que moi, mais ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils aimeraient. Et peut-être que même ce que vous avez trouvé et aimé dans Plague Tale, peut-être que ça aurait pu être encore mieux s'ils avaient eu, je sais pas, 10 ans pour faire le truc aux petits oignons avec tout l'argent qu'ils voulaient, etc. Quand on arrive comme ça comme invité et qu'on a la possibilité d'offrir quelque chose, on peut leur dire peut-être que je peux essayer de vous aider là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire et qu'on peut exploiter? Et donc voilà, y mettre du sien, je pense que ça aurait été très déplacé. C'est pas ma façon de voir les choses. C'est pour l'équipe que j'ai accepté le roman, pour moi parce que c'était un plaisir de le faire bien entendu, et pour la communauté. C'était vraiment l'intérêt du truc. Bon, moi, Cédric, Cédric est hyper modeste et donc moi j'ai envie de dire que je suis pas d'accord. Parce que... non mais je comprends je crois qu'on a tous compris ce que tu voulais dire, mais moi je tiens à le dire quand même parce que je le dis d'ailleurs dans le petit livret. Je peux vous assurer donc avec ce qu'on vient de raconter que quand tu crées un univers comme ça, tu t'es pas très prêteur, quoi. T'as pas envie de laisser quelqu'un écrire la vie d'Hugo et Amicia à ta place, et même au départ, t'es même un peu fermé à l'idée. Pourquoi on ferait ça, en fait, d'ailleurs bon, voilà. Et en fait, quand donc Pierrick, il est où Pierrick? Il est là-bas, Pierrick. Et l'éditeur du roman nous a contactés pour cette idée-là et qui nous a présenté Cédric. Ce qui m'a fasciné avec Cédric, et je le dis, donc alors oui, ça fait un peu promotionnel, on est à Cultura, le livre est là, enfin le roman est là, mais je le dis parce que c'est vrai, parce qu'on fait un débat, je l'aurais dit quoi qu'il arrive. On a tout de suite compris qu'en fait qu'il faisait partie de ceux qui avaient
totalement adopté les personnages et il en parlait comme s'il était membre de l'équipe alors que je n'en avais jamais parlé de ma vie. Et ça c'est très touchant quand quelqu'un te parle avec autant de justesse de personnages, des développements possibles et qu'en fait pour une fois, parce qu'on rencontre plein de gens hein, qui veulent nous aider et chacun à son niveau d'ailleurs dans l'équipe et finalement à la fin du jour c'est que quelques personnes qui arrivent à avoir l'écriture juste pour chacun des dialogues et chacun des mouvements du scénario. Et on est donc assez habitué à tout de suite se rendre compte si la personne a compris ou pas. Pas simplement apprécier, parce que c'est différent d'apprécier, d'être capable de donner sa pierre à l'édifice. Et je le dis sans arrogance, hein, c'est quelque chose qu'en tout cas on observe, on croit observer. Et Cédric, quand il s'y est mis, c'est ce qui m'a convaincu quasiment instantanément, c'est dans sa sensibilité, dans la manière de... Et donc c'est pour ça que quand tu dis il n'y a pas de toi, je sais très bien qu'il y a de toi parce que dans ta manière de parler d'eux, c'est comme si c'était toi aussi un peu tes enfants et que donc fatalement, ça peut être il y a quand même forcément un peu de toi que tu le veuilles ou non. Excuse-moi. Non, je t'excuse pas. Je suis très ému, David. Je voulais pas que vous assistiez à ça. D'ailleurs, sans spoiler, parce que tu as fait un effort de ne pas spoiler, c'est très bien. L'objectif n'est pas de divulgacher, comme disent les Québécois, le récit. Parce que c'est aussi évidemment des jeux de récit, mais sur quoi tu es parti sur Hugo, Amicia, enfin, quel était le fil que tu as pu tirer en disant ah, voilà ça, c'est cette situation-là ou cette peur-là ou ce petit garçon qui a pas. Enfin, sur quoi de tangible dans le scénario tu es parti pour créer ton roman? Je suis parti il fallait une analyse, il fallait que j'analyse le jeu. Il fallait que... On n'est pas là pour rigoler. Non, parce que je me permets un petit préambule, mais c'est vrai que la littérature de jeux vidéo, enfin, quand on parle de fiction, c'est souvent des novelisations, souvent des choses qui sont faites un peu rapidement, et ça ne fait pas toujours honneur à l'univers. On fait quelque chose à la va-vite, ou on fait juste une adaptation du jeu en livre, et on est content de l'acheter parce qu'on adore la licence, et puis voilà, mais finalement, il n'y a pas... Donc, on était tous d'accord au début pour dire, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, on va faire un vrai bouquin qui fasse un vrai liant, pas avec la même prétention. C'est quelques mois de travail, alors que voilà, moi j'étais pas avec 70 personnes en train de travailler pendant 3 ans, donc je vais pas dire ça se passe entre les deux et oui, effectivement, ça forme une sorte de trilogie, mais bien sûr que ce qui se passe dans le roman, c'est du bonus pour vous en essayant le filler d'animé où il se passe rien et qui nous ennuie. Mais ouais, je suis parti d'une analyse du 1, j'ai beaucoup visionné notamment le let's play d'un streamer français qui s'appelle Atomium, parce que je voulais voir comment il réagissait, à quel moment. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, donc c'était agréable de voir ça. Et l'idée c'était de se dire, derrière ces personnages qui sont des images, si on brise cette illusion-là, il fallait que je retrouve l'équipe d'Azobo derrière. Il fallait que je vois ce qu'ils avaient voulu faire. Donc c'était un travail d'analyse. Parce que si j'avais pas ça, c'était dissonant et c'était irrespectueux, encore une fois, pour la communauté et pour l'équipe. Donc d'abord un travail d'analyse et après essayer de repérer véritablement les thèmes, où est-ce qu'ils s'approchaient de ce dénominateur commun qui était humain, de quoi on parlait. Alors bien sûr qu'on parle d'enfance, mais c'est pas la même chose de se dire il y a des enfants comme protagonistes et on parle d'enfance, c'est pas la même chose. Il y a des jeux qui mettent des enfants en avant parce que d'un point de vue narratologique ça peut avoir un intérêt. On veut présenter une fragilité, les enfants sont beaucoup plus résilients qu'on le pense, et quand on voit Amicia et Hugo évoluer tout au long des jeux, on le comprend bien. Mais c'était cette idée de l'enfance comme territoire de fracture. On se rend compte en analysant l'enfance quand on est adulte que il s'est passé des trucs à ce moment-là. Je ne faisais pas que jouer à cache-cache. Il m'est arrivé des trucs. Même ça, des fois, il m'est arrivé des trucs sacrément costauds, mais je me rends compte que maintenant. Et comment je suis passé de cet état un petit peu insouciant, de résilience absolue ou presque, à l'âge adulte? Quelle était cette idée de transition entre les deux? Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? Qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est ça le dénominateur commun, c'est que Plague Tale prend voilà, on est en Guyenne, on est au Moyen-Âge, dans quelque chose de très froid, très brutal, etc. Mais Hugo et Amicia pourraient exister ailleurs, et ils auraient la même justesse, parce que ce qu'a réussi à faire Azobo, c'est de décrire ce territoire de fracture chez ses enfants. Et du coup, après, le contexte, tu peux le mettre ailleurs.
Mais une fois que j'avais ça comme élément, je savais sur quoi écrire. Donc je connaissais Amicia, je connaissais Hugo, j'avais par chance à disposition les équipes. Alors pareil, je suis désolé, on n'est pas là pour se passer de la pommade, mais travailler avec Asobo, si vous pouvez le faire un jour, faites-le. Parce que c'est fastoche, c'est vraiment fastoche. Donc voilà, je pouvais leur poser des questions, mais là je me plante, ou je me plante sur ça, combattre sur ça, qu'est-ce que c'est? Et une fois que tout était bon, ce que je ne pouvais pas faire, c'était prendre des risques avec les personnages. Mais peut-être que je vais plus avant dans les questions que tu voudrais poser après. Mais... Non, il n'y avait pas de question après. Parce que quand vous écrivez un bouquin comme ça, si je leur avais tué la moitié des persos et coupé un bras à Amicia, avec Requiem, c'était pas très raccord. Donc voilà, c'était l'idée de dire, on part de la fin de l'Innocence, il y a quelques mois qui se passent avant Requiem, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on explore le lore plus avant? C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut beaucoup plaire à la communauté, je le respecte tout à fait. Mais je trouvais plus intéressant d'occuper cet espace d'absence et d'inconnu entre les deux, pour faire vraiment le lien. Et en même temps, c'est pas complètement nécessaire. Vous allez me dire, il est fou, il est en train de dire, c'est pas obligé d'acheter le roman, mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est là que si vous ne le lisez pas, c'est pas grave, vous allez profiter énormément de Requiem. Mais si vous avez envie de lire Ténébris, je vais vous faire, ah oui d'accord, c'est passé ça. C'est une anecdote qu'on a déjà partagée sur les réseaux, donc je me permets de vous le dire. Mais il y a des pièces d'équipement d'Amicia qu'Amicia trouve dans le roman. Donc c'est amusant, par exemple. Enfin, on s'en doute pas, mais ça fait des petites choses qui sont sympas. Voilà, donc, en fait, écrire un livre, certes, mais c'était comme si j'avais voulu écrire un jeu 1.5 avec eux. Ça n'a pas cette prétention et cette ambition, il n'y a pas les moyens pour, mais il y a cette volonté et ce respect-là, en tout cas, de ça. Ne surtout jamais dénaturer ce que vous avez voulu faire et ce que vous aimez. Ouais, si je peux me permettre, en plus, je trouve que un livre permet des choses qu'un jeu vidéo ne peut pas faire, et vice-versa d'ailleurs. Et donc il y a une gamme de sentiments dans un livre qu'on peut explorer avec beaucoup plus de justesse et qui serait très hasardeux d'essayer de faire dans un jeu vidéo, et où justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est ce territoire-là, pardon, que Cédric explore aussi, que de toute façon le jeu, quand bien même il aurait couvert le même moment spatio-temporel, on va dire, n'aurait pas pu le faire de cette manière-là. Différemment, et ça aurait été bien aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais moi c'est ça que j'apprécie dans ce que tu as fait, c'est l'espace que tu as pu laisser à Hugo, que nous avons pu laisser à Hugo, pour faire vivre Hugo un moment de vie qui n'existe pas vraiment dans le jeu et qui n'aurait pas vraiment pu exister dans le jeu. Voilà, je trouvais que c'était rigolo de dire aussi ça. Oui, sans spoiler trop, il est difficile, Hugo a une vie difficile. Un peu difficile. A une vie difficile. C'est pas tous les jours ça. Et c'est vrai qu'il a connu du monde certaines choses, mais pas toutes. Il a connu la guerre des grands, qu'il subit. Il a connu l'isolement familial dans une famille aisée. Et puis il y avait plein de choses qu'il n'avait pas encore connues. Et je pense que pour bien connaître Hugo, je trouvais intéressant de dire, et vous verrez qu'il y a des enfants dans le roman, si vous le lisez, qui sont très mis en avant. Et qu'est-ce que ce serait Hugo qui vivrait un vrai moment d'enfance? Est-ce que c'est possible, après Innocence, qui vivait un vrai moment d'enfance? Encore une fois, quand on parle de résilience de l'enfance, on en parlait hier encore, vous pouvez avoir un enfant qui vit quelque chose de terrible, et un quart d'heure après, il est en train de faire une partie de loup-garou avec ses amis, ou un truc comme ça. Il y a une résilience dans l'enfance qu'on peut arriver à perdre, et ça, c'était intéressant. Est-ce qu'Hugo est perdu au moment de Ténébris? Est-ce qu'on peut encore sauver Hugo? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il a perdu toute trace d'enfance? Est-ce que c'est possible de perdre toute trace d'enfance? Est-ce que Béatrice a perdu toute trace d'enfance? Est-ce que Lucas a perdu toute... Oui, excusez-moi. Et donc ça, c'était intéressant. Il reste quoi de l'enfant? Pas forcément chez un adulte, parce qu'on peut se poser la question, il reste quoi d'un enfant chez un enfant? Et du coup, le mettre dans des situations qui sont des situations de gamin, et à un moment, et ben voilà, il rencontre des gens, il a cette occasion-là, et ben il va se passer quoi? Parce que c'est Hugo. Je vais acheter le bouquin, moi. Non, il faut que je le lise absolument. Oui, et d'ailleurs, pour expliciter, donc si on est en Guyenne pour Requiem, pour Innocence, pour Requiem, nous voilà, on démarre en tout cas en Provence,
Donc voilà, 6 mois sont passés, effectivement le temps d'un voyage à lire dans le roman, et on reprend, j'allais dire l'Odyssée, mais c'est le mot, je pense, l'Odyssée à partir de la Provence, de belles couleurs, avec un soleil écrasant, un beau ciel bleu, une belle lavande qu'on semble sentir, et évidemment les choses ne se passeront pas tout à fait de manière lavandesque dans l'histoire dans le scénario qui va suivre. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, David, de ce côté transmédia là? Parce que voilà, refiler un peu ces personnages à quelqu'un, évidemment, je comprends tout à fait la réticence. Mais maintenant, là, on y est, là, c'est le jeu en plus est sorti, donc il y a une certaine, entre guillemets, dépression. Enfin, la dépression, voilà, on enlève un peu de cette pression. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté transmédia, de donner ce côté transmédia à un jeu? C'est chouette, comme souvent dans la vie, je trouve que ça dépend vraiment de comment c'est fait, avec qui on travaille. Et parce qu'on a été approché à plusieurs reprises et le ton ne convenait pas, enfin, on sentait que l'alchimie ne se ferait pas avec l'équipe, et du coup on ne le fait pas parce qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est super, on est très content que c'est lui, mais on n'a pas besoin, et c'est seulement si comme on dit, si le fit se fait, quoi, qu'on décide de faire ces choses-là, et que ce soit donc avec Pierrick, Cédric, avec toi Jean, et avec les équipes de Third, et donc notamment Exerve, on le fait que si on sent qu'on a une sensibilité commune et qu'on voit les choses un peu de la même manière, et du coup ça nous permet d'explorer, donc que ce soit à travers le roman, à travers le travail qu'on a fait, enfin c'est toi qui as fait tout le travail de maquettage, mais on a quand même discuté de tout ça, et où quand Exerve rencontre, donc Exerve qui est un youtubeur que vous connaissez sans doute, rencontre l'équipe, etc., il les rencontre vraiment, et c'est toujours pareil, faut faire c'est une confiance réciproque. Donc quand ça se fait bien, nous on est juste content de partager ce qu'il y a autour du jeu, de laisser l'univers se développer hors de nos mains, quand c'est des mains bienveillantes, etc. Et donc moi je le vois comme juste quelque chose de super enrichissant pour tout le monde, quoi. Je m'attendais pas à ta question, voilà, j'espère que je l'ai répondu. Ouais, non, c'est bien. Non, mais j'imagine que c'était peut-être pas quelque chose de prévu, comme non, beaucoup de choses qui arrivent, à Non, je sais bien que ça donne l'impression qu'on avait un plan initial en lançant le truc, et qu'on avait dit bon alors on fera ça et ça, et on fera le merchandising comme ça. Peut-être qu'un jour on y arrivera, et peut-être ça marchera aussi, mais là c'est une histoire de rencontres et de circonstances, et c'est bien comme ça aussi. The Art of Plague Tale, c'est le making-of, donc signé Exerve, qui est aux éditions Third, et donc le Ténébris pour ce qui est du roman, et donc vous trouvez un magnifique artbook, je vous le redis, je le trouve magnifique, dédié à Requiem, et quand on a reçu avec Pierrick les dizaines et dizaines de concept art donc, du studio Asobo, et qu'on trouvait magnifique. Et donc Pierrick m'a dit bon qu'est-ce qu'on fait de tout ça, parce que c'est beau, voilà, donc t'as 2 jours, non j'exagère, t'as pas beaucoup de temps, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a tout ce truc de beau, et tout est beau, et on a envie de tout garder, et donc on a choisi, donc c'est pour ça que l'artbook est assez spécial, c'est qu'il, évidemment vous allez trouver les costumes, les visages qui changent un peu, le visage d'Hugo, d'Amicia, des personnages secondaires qui ne sont pas d'ailleurs tellement secondaires, mais vous allez vous en apercevoir, puisqu'il y a aussi des interviews de l'équipe. Mais on a suivi, et j'ai proposé, et ils ont dit oui, c'est super, de suivre la narration du jeu. Voilà, donc vous avez la narration du jeu en suivant les pages du livre, et le sommaire n'est autre que le scénario de Requiem. Et donc, de fait, on peut lire un peu comme une bande dessinée. Alors, c'est pas le scénario précis, puisque je suis en train de jouer avec tel Requiem, et comme je suis entièrement spoilé, mais en réalité, je suis qu'à moitié spoilé. J'ai toujours un truc, ils ont fait ça alors qu'on n'a pas du tout parlé. Donc voilà, je suis à moitié spoilé, mais en fait, j'ai quand même beaucoup de surprises à y jouer, beaucoup de plaisir à y jouer. Donc c'est assez étonnant. Et dans le livre, en tout cas, vous retrouvez toute cette beauté, mais avec un sommaire, on va dire, narratif. C'était vraiment la volonté de retrouver les personnages, retrouver l'histoire, parce que c'est ce qui m'avait plu dans Innocence, et ce qui m'avait vraiment marqué dans ce jeu. Voilà. Je suis très heureux, donc merci de... Voilà. Du coup, je te renvoie la question. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à faire alors, dans ce contexte? Je trouve que souvent c'est une question qui est riche d'enseignement. En fait, moi j'avais beaucoup... moi j'ai choisi le Plague Tale Innocence, quand je travaillais à France Info, je l'avais choisi comme Gauthier.
c'était mon jeu de l'année. Il y avait plein de jeux dans l'année, il y avait plein de bons jeux, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Hein. Et c'était mon jeu, alors pourquoi? À cause d'Amicia Hugo, à cause de tout ça. Et je trouvais ça beau et je trouvais qu'il y avait des personnages et c'est souvent qu'est-ce qui reste d'un jeu. Souvent, parfois il reste pas grand-chose, c'est pas grave. On a passé un très bon moment, c'est très bien comme ça. Mais qu'est-ce qui reste d'une œuvre, d'un jeu? Est-ce qu'on les garde en tête? Est-ce qu'il y a des persos que vous avez peut-être vous en tête de tout ce que vous avez vu, hein, vu, lu, joué? Voilà. Et moi j'avais Amicia Hugo. Et là, ce qui m'a semblé ici, en fait, ce qui m'a semblé génial, c'est de pouvoir me dire je les ai là en concept art, je vais pouvoir leur rendre hommage. Et il y a quand même des trucs qu'il faut enlever, quoi, parce qu'on a un nombre de pages limité, et puis il faut raconter quelque chose, et voilà, c'est pas mon seul plaisir, on parlait d'égoïsme, c'est pas mon seul plaisir qui compte. Donc c'était de garder les bonnes images qui disent que, voilà, à la limite, même quand on n'a pas vu le jeu, on se dit, j'ai quand même envie de les rencontrer, moi, ces gens-là. Ils n'existent pas, c'est des personnages de fiction. Mais Amicia et Hugo, j'ai bien envie de les rencontrer une fois dans ma vie. Ouais. Et donc c'était ça qui était dur, c'est garder la bonne image, garder le bon truc qui fasse ce côté un peu attachant que je trouve dans le jeu. Et Dieu sait que le jeu, attention, il peut être dur, enfin dur dans le sens où ce qui leur arrive n'est pas simple du tout, ni dans Innocence, ni dans Requiem. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de l'attachement. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a semblé le plus... Et puis pas rendre hommage aussi aux artistes du jeu. Parce que ce que vous voyez là en image, moi je le dis parce que je suis extérieur, je ne travaille pas pour Asugo, voilà, donc on a collaboré et c'est génial et je suis très heureux. Mais c'est une qualité d'image qu'on retrouve généralement sur des budgets qui sont beaucoup plus importants, sur des équipes qui sont beaucoup plus importantes, voire 10 fois plus importantes que les 70 qu'on vient de citer. Et pourtant, vous avez du beau, et quand vous voyez la Provence, là, l'entrée, c'est absolument magistral, c'est magnifique, c'est un travail qui est absolument splendide, et l'idée, c'était aussi de dire, non, ils sont quand même vachement forts, c'est quand même vachement beau, voilà, il faut que tout soit beau, quoi. Il faut que voilà. Donc je dis merci à Pierrick, parce que lui aussi a voulu que l'objet soit beau. Donc c'était assez important de rendre hommage à ça. Voilà. Je ferme la parenthèse, et là je dis vraiment sans ça, il faut vraiment aller sur des grosses productions pour voir une qualité et un style assumé. C'est pas que le photoréalisme, c'est pas que ça ressemble aussi au visage, on a du style et on le fait. Voilà. Alors je sais pas d'ailleurs, je voulais te poser la question, comment on arrive à... C'est-à-dire, pour parler de la direction artistique, je ne peux pas ne pas parler d'Olivier Ponsonnet, qui est donc notre directeur artistique et qui a un talent incroyable. Pour tout vous dire, je pense qu'il ne m'en voudra pas que je raconte cette histoire. Quand il nous a... En fait, il a postulé à Asugo, Olivier, à l'époque quand nous faisions Ratatouille, c'est drôle, pour Pixar. Donc c'était aussi un jeu à base de rats, aucun rapport, il n'y a aucune filiation entre les deux. Mais voilà, et ce qui est très très drôle, c'est qu'il a postulé en tant que programmeur. Parce qu'il a fait des études de programmation parce que ses parents voulaient qu'il fasse un métier sérieux. Et nous on lui a dit, bah non, perdu, en fait tu vas venir nous faire du art parce qu'en fait tu as un truc spécial en art. Et vraiment, il a postulé en tant que programmeur, puis il y avait dans son CV un lien en mode je fais aussi des personnages féminins en 3D sympa. Et alors tu cliques et tu regardes et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et c'était déjà à l'époque, j'ose le dire, je le pense sincèrement, moi quand je l'ai vu, en tout cas c'est ce que j'ai pensé, et je ne le dis pas pour nous mettre en avant, mais il avait un niveau, il avait le niveau mondial, quoi, voilà. Niveau mondial. Et il postulait en programmation, c'était extraordinaire. Et donc il dit non, tu nous rejoins, et tu vas en fait, tu vas pas faire du code, on s'excuse auprès de tes parents, mais tu vas faire du art. Et puis donc évidemment, entre temps on a fait plein de projets avec Olivier et tout ça, et c'est, je pense que la signature, en tout cas, notamment au niveau de la personnalité qui rejaillit au travers des personnages, on la doit à Olivier. Pour la petite histoire d'ailleurs, dans les phases de préparation, je parle de l'époque d'Innocence, on imagine, on savait qu'on voulait un duo pour le type d'histoire qu'on voulait raconter et tout ce que tu viens de brasser, je ne vais pas répéter, hein, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'enfance, etc. Évidemment, on était très influencé par Last of Us, pour ceux qui ont joué, et on voulait explorer quelque chose comme ça. On avait besoin donc de deux personnages. Voilà. Mais on ne savait pas, est-ce que c'est un grand frère, une petite sœur, et puis alors d'accord, ok, si c'est une grande sœur, c'est quand même vachement mieux, parce que du coup, Hugo, le petit garçon, bref, on n'avait pas encore vraiment complètement décidé. Un jour, Olivier a fait un artwork, un concept art, pardon, des deux personnages, et en fait, ça a clos toutes les discussions. On savait qu'il avait trouvé, et que c'était ça, et
je pense que c'est quelque chose que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des allers-retours qui se font comme ça dans l'écriture d'un jeu, où tout à coup il y a une pièce qui est ajoutée à l'édifice par un autre membre de l'équipe, que ce soit par la musique, enfin voilà. Là c'était le tour d'Olivier. C'est au moment où Olivier a dessiné Amicia et Hugo, et qui était vraiment quasiment tel que vous les voyez là, qu'on a su que c'était leur histoire qu'on allait raconter. Voilà, puis quand même pour le reglisser, une des raisons pour lesquelles on a aussi choisi d'explorer le sud de la France, évidemment il fallait que le jeu évolue et qu'on explore d'autres paysages et qu'on fasse respirer l'univers de Playtel, mais on n'a pas choisi le sud de la France par hasard parce qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui viennent de là-bas. Donc on a beaucoup discuté taille de lavande, à quoi ça ressemble la lavande, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Oui, je comprends, une discussion très importante. Et je fais un clin d'œil à notre exécutif producteur qui est là-bas, qui se cache, mais avec qui on a eu des discussions passionnées à propos de la hauteur d'un brin de lavande dans le jeu. Donc avec Olivier. Et voilà, je pense que si, là encore, l'idée était de respecter les ingrédients de la recette initiale, qui était de dire on va parler de choses qu'on sait faire et qu'on connaît, et pour les faire rejaillir avec une véracité où on voulait sortir des... Alors on a fait quand même de la lavande dans le sud de la France, mais voilà, en essayant de sortir le plus possible des clichés, quoi, en essayant d'être plus authentique. On vous l'aurait reproché, hein, s'il n'y a pas eu de lavande, je pense que ça aurait un petit peu... Je pense. Ouais, je vous propose peut-être qu'on demande au public. Je vous avais dit 20 minutes, j'ai totalement menti. Je m'excuse, j'ai absolument pas tenu les timings. C'est absolument terrible. Alors, est-ce que vous avez, parce que je sais que c'est pas simple, est-ce que vous avez des questions, et si ce n'est des questions, des remarques, des retours sur les jeux d'ailleurs aussi, voilà, enfin des choses, profitez là. Est-ce qu'il y a un micro qui juste devant? Merci beaucoup. Bonjour. 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 Playtale, c'est aussi une histoire de fraternité, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça moi que je l'ai ressenti quand je l'ai joué. Et on voit que la relation d'Amicia et Hugo évolue énormément. À quel point on peut faire évoluer en fait cette relation entre un petit frère et une grande sœur qui ne se connaissaient quasiment pas au final. Alors, c'était ça le secret effectivement du premier, c'était qu'au départ ils ne se connaissaient pas du tout, c'est ce qui nous est apparu évidemment intéressant et qui était comme on dit, je suis désolé pour tous les anglicismes, on me le reproche tout le temps et donc je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, donc voilà, c'est pas l'intention. Mais voilà, j'utilise le vocabulaire professionnel en général, mais le kicker de l'histoire comme on dit, c'était ça, et après ça nous laissait tout l'espace pour explorer comment cette relation allait effectivement évoluer. Et c'est la manière dont, donc, au début, effectivement, Amicia n'a en fait pas envie de prendre le rôle qu'elle va finalement prendre. Et à l'inverse, Hugo, lui, ravi de découvrir le monde extérieur, de découvrir sa sœur. Et la manière dont en fait la relation se tisse, ça c'est très inspiré, c'est un peu croisé pour être tout à fait honnête, hein, dans l'écriture, on a été très marqué par la structure de Last of Us, en ce sens, avec... donc même si c'est pas les mêmes enjeux exactement et que c'est pas la même histoire, mais avec un personnage qui est attiré mais qui se refuse à entrer dans la relation, et un autre personnage, Ellie, qui rentre dans la relation mais qui petit à petit en fait s'en détache. Et ce chassé-croisé entre les deux personnages, on le retrouve un peu d'une certaine manière entre Hugo et Amicia, mais ça nous a guidés dans l'écriture, en tout cas dans les idées d'écriture. Et effectivement dans Requiem, Amicia bascule dans autre chose parce qu'elle a vécu, comme dit Cédric, on ne sort pas indemne, c'est une course, l'innocence est une fuite, et on ne sort pas indemne de la fuite qu'ils ont vécue, et donc comment elle se relève de ça, et Requiem est davantage une quête, où elle prend davantage le devant, et ça se retrouve effectivement dans le gameplay, mais voilà, si je cherche un peu mes mots, c'est que je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas envie d'être spoilés. Donc, comment tu dis Divulgaché. Divulgaché. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bon, voilà. Dites-moi si j'ai pas assez précisément répondu. Bonjour.
Comme on dit, c'est une histoire, frère, sœur, le graphisme qui est vraiment génial. Mais pour moi, Platel, c'est aussi une musique. Et Olivier Dollier avait vraiment fait un excellent travail. Et j'aurais voulu savoir en fait qu'est-ce qui vous est venu comment le choisir lui. Et est-ce que pour le Requiem, c'était vraiment un choix fixe ou est-ce que vous aviez pensé à quelqu'un d'autre ou c'était encore une fois lui le travail qu'il avait fait sur le premier? Alors merci de poser la question parce qu'effectivement on n'a pas parlé d'Olivier, mais nous on le considère comme un membre de l'équipe. C'est-à-dire la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Olivier fait plein d'autres musiques pour plein d'autres raisons, et d'autres jeux notamment. The Masquerade par exemple. Voilà, très bien, exactement. Et donc il n'est pas avec nous à Bordeaux, quoi. Mais pour autant dans l'écriture du jeu et dans la mise en scène, en fait comment ça se passe? Je pense que la meilleure manière de vous répondre, c'est de vous dire comment ça se passe. En fait, on fait une vidéoconférence au moins une fois par semaine, on va dire dans la deuxième moitié de production du jeu, où on parle avec lui de chaque séquence et on expose les enjeux, qu'est-ce qui se passe, l'évolution générale, et puis après les couleurs par lesquelles on passe à travers chaque épisode. Et on évoque les instruments à utiliser, éventuellement les références. Olivier est très réfractaire, il déteste qu'on lui propose des références, mais nous on adore lui montrer des références quand même. Et donc c'est ce tango, on va dire, entre lui et nous, où tout à coup Olivier dit, bah voilà, il nous propose une musique ou une instrumentation, une approche qui donne une couleur totalement différente à une scène qu'on n'imaginait pas du tout. Alors parfois on dit, bah non, pas du tout, c'est pas ça qu'on va faire, mais parfois on dit, en fait, c'est toi qui as raison, c'est vachement mieux de jouer en fait sur un contre-pied, par exemple, où la musique peut être... bon voilà, je suis assez friand de ça, donc on s'est rencontrés là-dessus, sur des scènes qui peuvent être parfois très luxuriantes, très colorées et très tristes à la fois, et parfois à l'inverse. Et donc il vient, il est force de proposition, et en fait il influe, on va pas dire sur l'écriture du scénario ou de l'histoire, mais en tout cas sur la mise en scène seconde par seconde. On dit moment to moment, j'essaie d'éviter l'anglicisme, mais voilà, comment une scène se passe et quelle est la tonalité exacte qu'on prend au moment où on raconte cette scène-là. Et donc il a sa part dans l'expression finale du jeu, quoi, voilà. Au-delà de la musique, j'entends. Voilà, la musique nourrit la réflexion de Kevin et moi, notamment, et voilà. Et donc ensuite, je pense que l'un des moments clés, c'est quand on a eu l'idée, quand il a eu l'idée, quand nous avons eu l'idée des chœurs sur l'île, hein, les chœurs qui apparaissent, pour ceux qui ont joué les chœurs chantés, c'est assez rare dans les jeux vidéo de faire ça, surtout en musique interactive. Et voilà, ça c'était la signature de Requiem, c'était ces chœurs, notamment au moment où Hugo et Amicia découvrent l'île de la Cunha. Merci. Avec un morceau à entendre qui s'appelle La Nuit, si vous pouvez l'écouter. C'est disponible sur les plateformes, donc sur la bande son de Requiem. Peut-être Cédric, un mot, est-ce que comme toi t'aimes pas les références? Est-ce que comme toi t'aimes pas les références, et David et les siens te donnaient plein de références pour ton roman ou pas du tout? Non. Non. Je ne les aurais pas laissé faire. Non, moi j'ai beaucoup de mal à m'inspirer de personnages réels, mais c'est aussi une défense. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de la copie. Et on doit un peu plus que ça. Alors vous verrez, hein, on a essayé de conserver quand même les mêmes inspirations. Donc au niveau de la peinture, c'est les mêmes inscrits. Au niveau de... il y a un héritage long de la rose qui est assumé et qu'on retrouve jusque dans un personnage du roman. Voilà, il y a quelque chose dans l'apparence d'un personnage, pas du tout le reste, mais il y a quelque chose dans l'apparence qui est aussi un hommage au nom de la rose, et un petit trip pour le coup, parce que c'est quelque chose qui pour moi est une référence importante, mais ouais, de toute façon on était ok sur les mêmes rêves, et je crois que ce soit Olivier, David, Kevin, tout le monde, ces rêves c'est juste des indicateurs de... Si on est tous d'accord pour dire que ces œuvres-là, c'est des rêves, c'est qu'on parle vraiment de la même chose.
Et du coup, moi j'ai pas travaillé directement avec Olivier, mais je suis sûr que si j'étudiais ce qu'il avait fait, je verrais qu'il a eu sensiblement la même approche, et on sait qu'il a une approche très novatrice. Il dirait pas de la musique de jeux vidéo. Je pense qu'Olivier dirait pas de la musique de jeux vidéo. C'est plus que ça. Il y a un tel lien avec le gameplay, il y a un tel lien avec... C'est des choses qui sont intriquées, qui sont... On ne peut pas arracher un moment de la musique, sinon on arrache un moment du gameplay avec. C'est tout un truc totalement hybride. Enfin, moi je pense que c'est un compositeur révolutionnaire. Enfin, vous avez raison, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, non, pas de rêve particulièrement. Puis c'est pas le plus difficile à saisir. Enfin, je veux dire, ils ont jamais été très secrets sur ce qui les avait inspirés. Et ça se ressent. Et c'est pas du mensonge, c'est pas du on va pomper quelque part. Et puis c'est ce qu'il faut pour l'histoire en fait. C'est ce qu'il faut quand vous voulez quelque chose de grounded, comme tu dis. On veut quelque chose de froid, de brut, qui sent la terre, qui sent la boue, qui sent les maladies, qui sent les... ouais, est-ce que c'est étonnant d'aller chercher du côté du long de la rose? Est-ce que quand vous voulez quelque chose d'un peu plus onirique, avec tout le fantastique lié à la macula et il y a des cauchemars ou des choses comme ça, est-ce que c'est étonnant d'aller... J'oublie toujours le nom de l'artiste. Ouais. Et non, donc tu vois, c'est très cohérent en fait, c'est très cohérent. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez conscience qu'en l'espace de 2 jeux, en créant de par l'histoire, l'émotion, les personnages, que vous avez créé autre chose qui va au-delà de l'aspect vidéoludique en fait. Oh, c'est très gentil de dire ça. Non, merci. Mais on n'en a pas vraiment conscience, donc je pense pas. Je dirais pas. Enfin, je sais pas comment prendre votre question parce qu'en fait, si vous voulez, on sait bien. C'est-à-dire, en écoutant Jean tout à l'heure, je me disais mais moi je sais que fut un temps, je voyais des gens parler de leur personnage pour un roman, un film, etc. Et je me dis ils sont un peu fous ces gens parce qu'ils en parlent comme s'ils existaient vraiment. Et je sais que ça peut paraître un peu dingue, mais du coup, et c'est un lien avec votre question, c'est que pour nous, oui, on en parle comme ça parce qu'on a l'impression qu'ils existent vraiment, parfois. Hein. En tout cas, on est obligé de notre... Je pense que la manière de créer le cerveau humain est obligé d'aller... incarner ces personnages pour pouvoir raconter une belle histoire. Et l'attachement qu'on a affectif, c'est vraiment comme si c'était des personnes qui existaient, ce qui est quand même un peu étrange. Et donc je pense que à force de travail, et tant et si bien qu'à la fin, ça rejaillit dans le jeu. En tout cas, c'est ce qu'on croit lire dans les commentaires, etc., des gens qui aiment le jeu en tout cas. Et du coup, je pense que c'est ça qui ressort et qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, comme un bon roman où à la fin du roman on ferme les pages et il y a un petit deuil de comment on quitte ces personnes, on porte le roman avec nous à la fin, enfin bien après avoir lu la dernière page. On est très fiers que Playtel, pour tout un tas de gens et de monde, fasse la même chose. Voilà, par contre, je ne m'aventurerai pas à dire que ça va au-delà de ça, et c'est déjà beaucoup, et on est déjà très content de ça. Voilà. Eh bien, si tu peux, tu me diras ce que tu en penses, Jean, parce que je pense que par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 acceptations de jeux vidéo qui sont vraiment en plein combat. C'est qu'il y a des gens qui considèrent encore que le jeu vidéo est un jeu, et en cela, il n'a pas à être une œuvre culturelle à part entière. Et puis il y a des gens comme nous qui défendons le fait que le jeu vidéo est un média à part entière, mais nous parlons toujours d'émotions, que vous lisez un livre, que là vous parlez des émotions qu'on suscitait chez vous, et encore une fois qui sont ce dénominateur commun entre les hommes quand vous avez joué à un jeu vidéo, quand on voit des artistes comme Olivier de Rivière, et quand on voit les graphismes fabuleux, quand on est dans une œuvre d'art à part entière, c'est-à-dire une œuvre d'expression, je ne me lancerai pas dans une définition de l'art, hein. Beaucoup de gens pourraient me tomber dessus. Mais on est sur de l'expression humaine, des ressentis, des vertiges humains, des choses comme ça. Donc en fait, est-ce que vous êtes allé au-delà du jeu vidéo? Oui, pour les gens qui pensent que le jeu vidéo est un jeu. Non, pour les gens qui pensent que le jeu vidéo c'est bien plus qu'un jeu. Mais après, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean. J'ai pas suivi la fin, après je
Donc si tu... Oui, mais après je comprends. Après c'est un vecteur d'émotion, et encore une fois on parle bien d'un... Moi je fais un peu de... On parle d'un l'art comme art populaire, et la culture avec un petit C. Le problème de la France, c'est que tout de suite, dès qu'on met culture, il a un grand C, il a un C tellement gros il prend tout Cultura, et alors que il suffit de l'abaisser juste à une taille normale, et peut-être même à une taille d'enfant, pour qu'on se dise non mais oui, voilà, les Tintins c'est génial, mais c'est génial, pas juste parce que c'est Tintin et que ça m'a diverti, c'est génial parce qu'il y avait un truc vraiment génial là-dedans, dans cette course de journalistes à travers le monde, et qui m'a émerveillé. Il faut l'accepter comme ça. C'est peut-être pas plus, moi je suis d'accord aussi avec David, mais c'est pas moins non plus, quoi. Voilà. Il y a un truc qu'il faut pas retrancher parce que c'est du jeu vidéo. Ils disent ouais, donc c'est du jeu vidéo. Ouais, c'est de l'art, ça peut être de l'art populaire et c'est très bien. Mais ça peut être aussi Candy Crush et c'est très chouette. Hein. Voilà, moi ça m'accompagne parfois, ça m'a accompagné dans le bus, je me suis éclaté. Mais parfois il y a les deux, il y a oh non, Candy Crush c'est machin, etc. Non. En fait, à ce sujet, moi je trouve que c'est... je fais un peu... C'est-à-dire, le problème c'est que le jeu vidéo répond à une grammaire mécaniquement parce qu'il y a une interaction, répond à un type de grammaire qui le rend parfois dérisoire sous certains aspects par rapport à ce qui a pu être fait, par exemple en littérature ou par exemple en film. Mais ce serait un peu comme reprocher à un opéra d'être caricatural. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de regarder un opéra, mais en réalité c'est un peu caricatural un opéra. Pas... Et pourtant, je suis en train de dire un truc qui est un peu scandaleux, mais ça n'a pas du tout la même, le même réalisme et la même précision de sentiment, il me semble, que par exemple un roman extrêmement bien écrit ou un film tout en finesse. Et pourtant, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas de jugement de valeur. Bah, je trouve que dans le jeu vidéo, parfois il y a ça. Alors d'ailleurs, il y a des jeux vidéo mauvais et il y a des jeux vidéo très bons. Et c'est un peu comme dans les autres domaines culturels. Donc tout ça pour dire que, en réalité, il faut accepter qu'il y ait une figure de style, une figure grammaticale dans le jeu vidéo qui fait qu'en fait, ça ne peut pas répondre au même standard et au même canon de ce qu'on considère comme artistique dans d'autres médias. Ce serait mal comprendre en fait l'objet qu'on est en train d'évaluer. Tout à fait. Bonjour, je vais vous poser une question. Lorsque le making-of est sorti, vous avez pu expliquer notamment que vous étiez à la fois dans les équipes tous dans les nuages par rapport aux notes métacritiques, mais que c'était quand même assez tempéré parce qu'au début le jeu il avait vraiment une portée qui était française. Il me semble que vous aviez noté environ 500 000 ventes sur le making-of qui a été noté. À partir de quel moment vous êtes dit ça y est, notre jeu, il a une portée internationale, et pour vous, quel est l'événement qui a marqué le début et qui a marqué le fait que le jeu se fasse connaître donc dans le monde entier, non pas uniquement en France? Bonne question. Mais je dirais qu'en fait, ce qui vient en premier en tout cas à l'esprit, c'est de malgré tout dire on a et je repique sur une des questions que me posait Jean tout à l'heure, c'est qu'en fait, malgré tout, on a été testé par des journalistes de journaux connus un peu à travers le monde, mais on a eu aussi des témoignages de développeurs à travers le monde assez connus également, qui ont aimé ce qu'on a fait. Et notamment le réalisateur de God of War, le réalisateur de Last of Us, récemment, donc je pense pas que c'était le cas sur le premier, mais récemment Hideo Kojima également. Et ça, quand déjà tu es reconnu par les pairs vénérés à travers le monde, c'est déjà pour l'équipe quelque chose de très important. Mais surtout, je repique avec ce que tu disais, c'est-à-dire quand tu sens que dans le cœur d'un Américain, d'un Espagnol, d'un Italien, d'un Polonais, d'un Turc, d'un Algérien, bref, à travers le monde, les gens ont été touchés au cœur pour les mêmes raisons que tout un chacun. Je trouvais que c'est quand on a compris qu'en fait on avait touché à quelque chose, je le dis en toute modestie, mais d'un petit peu universel, qu'on a compris que le jeu avait une portée internationale. Après, commercialement, pour être honnête, c'est mieux vendu en Europe qu'aux États-Unis. Hein. Mais c'était au niveau de la portée universelle que ça me semblait le plus important de répondre à la question. Voilà. Est-ce qu'il y a...
Bonjour, j'avais une question pour Cédric. Je voulais savoir si pendant le processus de création du scénario et de rédaction du roman, il y avait eu beaucoup de dialogue avec Asobo ou il vous avez plus laissé une grande liberté et après il y avait une validation postérieure du studio Bonjour, pile entre les deux. C'est-à-dire que, en gros, on a fait une première proposition de synopsis assez rapidement, parce que les délais étaient assez courts, qui nous a servi de base. C'était un petit peu un vrai faux synopsis. C'était un synopsis de façon qu'on ait une base pour pouvoir dire non, ça pas du tout, ça complètement ok. À partir de là, on a envoyé un deuxième synopsis et puis par chance, ça a collé tout de suite. Avec les corrections, on a été plutôt efficace sur ce coup-là. Et après, toutes les 2 semaines environ, on se retrouvait en visio pour faire des espèces de comités de lecture. Vous savez, on a lu les chapitres, et donc j'écrivais les chapitres au fil de l'eau à partir de mon synopsis et de mon chapitrage. Et on disait, bon bah là, ça vous convient ou pas? Et puis si vraiment il y avait quelque chose qui ne convenait pas, on pouvait le retirer. Mais bon, encore là, on a eu de la chance. Globalement, il y avait une grosse liberté sur ce que j'avais le droit de faire. Et je pense peut-être comme on était raccord sur le fait de ce que c'était que Plague et quel était l'essence du jeu, c'était peut-être d'autant plus facile pour eux de me laisser une certaine marge de manœuvre, c'était très confortable pour moi et en même temps il y avait assez de contraintes créatives pour être sécurisé, parce que quand on n'en a pas des contraintes créatives, on parle dans tous les sens et en fait c'est plus usant qu'autre chose, donc il y a une vraie valeur à ça. Et donc voilà, toutes les 2 semaines on se retrouvait, est-ce qu'on est toujours dans le ton? Est-ce qu'on est toujours dans le rythme? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que ça colle? C'est tout. Et après, on apportait de micro-corrections de semaine en semaine. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc beaucoup de retours, beaucoup de disponibilité d'Asobo sur au-delà de ces visios. Envoyer un mail pour dire « est là ». J'ai pas tout à fait compris, ça doit sortir dans 2 semaines, mais Hugo, c'est qui exactement? Non, voilà, donc en fait, c'était hyper cool. J'aurais été dans leur bureau, j'aurais pas été mieux aidé, je pense. J'avais une deuxième question pour vous 3, même si c'est peut-être vous demander de choisir entre vos enfants, mais est-ce que vous avez un personnage que vous préférez et qui vous a le plus touché dans la saga? Alors moi, je veux bien commencer à répondre parce qu'en fait, comme ça, je vous aurais dit Hugo, mais c'est facile. Moi, je travaille avec des enfants, j'ai des enfants, et ils parlent énormément. Mais c'est, quand on reparle de dénominateur commun, je veux dire, tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde n'aime pas les enfants, et c'est un droit, tout le monde n'a pas le droit envie d'avoir des enfants. Moi, un personnage, je ne m'attendais pas à m'y attacher, c'est Lucas. Et en fait, je suis très attaché à Lucas. Et c'est vrai que là, par contre, peut-être que j'ai été égoïste sans le vouloir, mais en accord avec Asobo, je lui ai donné un peu plus de place dans le roman. Parce que je pensais qu'il y avait droit. Donc, et c'est un personnage qui, au niveau de cette thématique de l'enfance, de l'âge adulte, c'est un enfant, techniquement, mais il agit exactement comme un adulte, mais il ne sait pas le faire. Mais il le fait quand même pas trop mal. Mais quand même, ça sonne faux. Et c'était génial. Il est borderline à plein de niveaux. Et vraiment, pour le coup, là où on est en train d'assister au fait que 2 enfants, que sont Amicia et Hugo, sont en train de perdre leur enfance, sauf si c'est ça l'enfance, si c'est ça une autre image d'enfance, mais Lucas, lui, on le prend et direct, il l'a déjà perdu quelque part. Il commence avec Laurentius et il est déjà comme ça. Travailler avec un personnage comme Lucas, c'était extrêmement important. C'est-à-dire quelle voix, quelle est la réalité derrière Lucas. Encore une fois, les personnages, ce sont des masques. C'est ce qu'il y a derrière. C'est quand on enlève le masque, on va essayer de voir la mécanique derrière. C'est là que c'est intéressant, parce que ce sont que des réflexions d'argumentaire thématique. On va vous poser une question sur ce que c'est que l'enfance. Notre première proposition, notre premier argument, c'est Hugo. Notre deuxième, c'est Amicia. Notre troisième, c'est... Si votre quatrième personnage, il ne répond pas à cette question de ce que c'est que l'enfance, il est hors sujet, il faut l'enlever. Ça sert à rien. Donc chaque personnage, dans un souci de cohérence absolue, doit être une réponse à ça. Et j'ai trouvé que Lucas, il avait des choses à dire sur l'enfance qui étaient très cachées, très subtiles et très très fortes. Ouais, je savais que tu allais répondre ça et je prends la balle au bon parce que c'est vrai que c'est ce qui est... Juste pour la petite histoire, Lucas, c'est ce personnage un peu étonnant où
on se rend pas compte réellement hein, quand on a écrit Innocence et là, en fait, au début, t'es pas sûr de l'importance qu'il a. Et finalement, plus tu creuses, plus tu te rends compte, mais en fait, il est hyper important, Lucas. Voilà. Donc, je l'adore pour son côté l'air de rien. C'est le meilleur rapport. Il a une discrétion dans le jeu, enfin dans son expression, qui ne reflète pas du tout l'importance qu'il a dans le récit et à quel point il est utile dans le récit. Techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Donc, c'est vrai que c'est un personnage étonnant pour ça, Lucas. Quand on y touche. Et je l'aime aussi beaucoup pour ça. Mais donc oui, elle a voulu demander de choisir entre deux enfants, là, c'est un peu... j'ai pas envie, quoi. Mais bon, parce que je les aime tous pour des raisons différentes. Mais quand même, il n'y a rien à faire, je peux pas... du coup, ça va être décevant, mais il n'y a rien à faire. Moi, Amicia me touche... voilà, encore plus que tous les autres personnages. Et bon, c'est un personnage principal qui délivre quelque chose, enfin voilà. Puis aussi à plus d'un titre, parce qu'on n'a pas fait, j'ose le dire, honnêtement on est un peu dans notre cave quand on écrit nos jeux et tout ça, et on ne pense pas tellement à ce qui se passe. On est informé parce qu'on est dans la vie de tous les jours aussi, nous évidemment, mais par ce qui se passe à l'extérieur. Mais on a écrit Amicia en ne pensant à rien d'autre qu'à notre personnage, et je trouve que c'est un personnage féminin super sans avoir été militant ou j'ai rien contre les militants, c'est pas ça, mais je veux dire, on l'a écrit comme ça, et je trouve que c'est une belle femme, et on l'a fait en tant qu'homme, parce que c'est des hommes qui ont écrit cette histoire sans penser à tout ce qui agite la société aujourd'hui, et je suis très heureux de ce qu'elle est aujourd'hui, et que c'est possible d'écrire un personnage chouette, féminin comme ça, sans arrière-pensée, et juste parce qu'on voilà. Et voilà, je l'aime aussi beaucoup pour ça, Amicia. Voilà. Je suis désolé, moi je prends plutôt la voie de la simplicité. Pour moi, c'est Hugo. Pas parce que les deux autres ont choisi. Ça n'est absolument pas préparé. Donc on n'avait pas préparé la question. Donc non. Alors, pourquoi Hugo? Effectivement, c'est quelque chose qui est la voie la plus simple. Cédric a raison, parce que c'est le petit, c'est l'enfant. Donc c'est plutôt lui qu'on a d'instinct envie de protéger ou de connaître, etc. Mais moi, il me plaît Hugo parce que j'arrive pas à savoir. Mais donc c'est pour ça que je n'ai pas fini Requiem, même si je l'ai fini une fois sur papier, mais je ne l'ai pas fini en jouant. C'est bien en jouant qu'il faut le savoir. J'arrive pas à savoir chez Hugo, donc chez cet enfant, s'il est encore un enfant ou s'il joue à être un enfant. C'est-à-dire que est-ce qu'il a déjà, est-ce qu'il fait semblant d'eux? Et le faire semblant d'eux joue beaucoup dans Requiem. Je ne vous spoil pas. Il fait semblant de quelque chose. Est-ce qu'il fait encore semblant, ou si déjà il est enfoui dans tous les souvenirs qu'il a dans la tête, c'est-à-dire tous les événements qu'il a dû traverser. Et si déjà il ne joue pas à quelque chose qu'il n'est déjà plus, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être dans le quotidien, et que dans le quotidien on a envie d'autre chose aussi que de se prendre la tête, etc. Et je trouve que c'est un beau personnage, mais qui a sous ses airs d'enfant, et effectivement sous ses airs candides, n'en est plus vraiment un. Et à quel point il est sur cette ligne de crête, c'est toi qui le disais. Voilà, et c'est un personnage que je trouve chouette là-dessus, parce que dans l'apparence c'est un gosse. Et en fait, on sait très bien, mais c'est aussi un jeu de dupe, c'est aussi un jeu de dupe que lui entretient je trouve, dans le scénario. Et c'est pour ça qu'il me plaît. Voilà. Il est ambivalent. On passe à la signature et peut-être aux discussions. Merci beaucoup, merci infiniment de nous avoir écoutés. Il y a le tirage, Jean. Il y a le grand tirage, il me semble. Quelle est la main innocente? Qui certainement pas celle de David, mais... Alors, je t'en prie, Cédric, du coup, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Là, il faut tirer au sort, allez. Cédric. Alors, tu touilles bien, hein? Tu touilles la marmite. Elle est très belle cette marche, c'est très chouette. Il y a une mise en scène qui est... Je sens, c'est des trucs de capitalisme. Écoutez, j'ai trouvé quelqu'un. C'est ça, je trouvais. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent... Attends, il faut dire le nom au micro, parce que sinon... Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent Alexis déjà? C'est un Alexis qui a gagné. Je suis désolé pour tout le monde. Mais s'il n'y en a qu'une, Alexis, alors c'est... je ne voudrais pas écorcher votre nom de famille. Lequel est-ce? Eh bien, c'est complètement vous. Bravo.
fera passer le très beau cadre tout à l'heure. Bravo Alexis. Alors, on va se trouver un coin. Voilà. Hop. J'espère que vous allez m'entendre. Salut. C'est au Cultura de Bègle, du coup, à côté de Bordeaux. Vu que Asobo est un studio bordelais, on a fait l'événement ici. Alors, oui, pour le concours, du coup. C'est bon? Oh, super, vous m'entendez très bien. Alors, je vais vous faire une petite photo. Hop, share a photo, oui. Comme ça, je vais vous montrer... Ah non, j'ai pas de photo ici. Bon, désolé, en début de live, on vous a montré un superbe tableau, du coup, d'Amicia et d'Hugo, qui est un concept art qui a été fait par Asobo Studio, et du coup, on le fait gagner en tableau. Au pire, vous pouvez les voir, les stories précédentes, mais partez pas du live parce que sinon vous n'allez pas écouter les modalités du concours. Du coup, ce qu'on va faire, on va pas le faire en live du coup, parce que pour moi le tirage au sort, sinon ça va être un peu trop compliqué. Ce qu'on va faire, c'est après la coupure du live, vous envoyez un message privé à Brajlon, au compte Brajlon, et vous dites je participe au concours. Comme ça, moi, dans l'heure qui suit, je vais prendre vos participations. Et dans une heure, j'annoncerai le participant, si c'est OK pour vous. Le concours en soi, il n'y a pas de limite géographique, donc tout le monde peut y participer. Et voilà. J'espère que c'était assez clair, j'espère qu'on n'a pas trop de retard non plus au niveau de l'enregistrement. OK, ouais, OK, super. Bah voilà. En tout cas, j'espère que la conférence vous a plu. Moi, j'attends vos participations en message privé. Je vais juste le répéter encore un tout petit peu pour que tout le monde, du coup, voit la modalité du concours. Et on va faire comme ça, du coup. On va faire comme ça. Je vais attendre quelques secondes quand même avant de couper le live. Et voilà. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite conférence. Et là, maintenant, en fait, il y a une dédicace avec Cédric Desgotex qui a fait Plague Tale Tenebris et Jean Z qui a écrit l'artbook, voilà, que vous pouvez aussi trouver en ligne, en librairie. C'est sorti mercredi dernier, un jour après la sortie du jeu. Voilà. Je répète pour le concours et après je cote le live. Pour gagner le tableau Plague Tale, vous devez envoyer un message privé au compte Instagram Brajlon. Il n'y a pas de limite géographique. Vous dites juste je participe au concours Plague Tale. Dans l'heure qui suit, j'engrange du coup vos participations et dans une heure, je ferai le tirage au sort et je mettrai en story du coup la personne qui a gagné. Il faudra me contacter après. Voilà. Et je vais vous laisser. Passer une très belle journée et on se voit dans une heure pour le tirage au sort du concours. Salut!